Mesdames les vice-rectrices, messieurs les vice-recteurs, monsieur le doyen, monsieur le président, c'est pour l'Université de Genève un très grand plaisir de pouvoir vous accueillir nombreux et nombreux en présence dans cet auditoire pour cette conférence Wright que vous attendez toutes et tous. Mais c'est aussi un privilège de pouvoir vous accueillir aussi à distance. C'est un peu ce que la pandémie nous a permis, en quelque sorte, de développer au sein de notre université, c'est de créer des événements tels que celui-ci, où nous vous retrouvons en présence et nous sommes aussi en contact avec toutes les personnes qui se trouvent à distance, qui sont empêchées de venir peut-être ce soir. J'ai tendance à dire que nous avons regagné le contact, mais nous avons gardé l'impact qui a été rendu possible grâce au développement de ces moyens audiovisuels qui nous permettent d'être à la fois en présence et à distance. Vous le savez, mesdames et messieurs, les colloques Wright sont une occasion que le public genevois attend tous les 2 ans avec impatience, et votre présence si nombreuse ce soir l'atteste mieux que toute autre démonstration de ce lien que l'Université de Genève a tissé avec la Cité avec la Fondation Wright, et j'en remercie le président et la Fondation, pour pouvoir diffuser la culture scientifique, permettre effectivement à de grands conférenciers, de grandes conférencières de pouvoir venir établir des contacts avec la Cité sur des thématiques certes compliquées, mais d'une manière extrêmement accessible pour tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de développer ce contact avec la Cité sur des thématiques scientifiques. On a pu l'observer au cours des derniers mois. Le public est soucieux, friand de ces contacts pour mieux comprendre. Nous avons un devoir d'explication et grâce à la Fondation Wright, nous pouvons le faire. Au fil des années, ces colloques Wright ont permis d'attirer à Genève un grand nombre de conférencières et de conférenciers, des scientifiques venus du monde entier, lauréats de prix Nobel, et plusieurs médaillés Fields également. Ces colloques deviennent, comme je dis tout à l'heure, un rendez-vous qui est devenu vraiment très attendu par le public genevois. Nos liens avec la Fondation Wright vont bien au-delà de ces colloques que nous organisons tous les 2 ans. Les objectifs de la Fondation, et vous le savez, c'est de pouvoir diffuser les progrès de la science auprès du plus grand nombre et s'inscrivent pleinement dans les missions de l'université. La Fondation soutient également des projets de l'Université de Genève, qui sont des projets où nous souhaitons diffuser la science auprès d'un public le plus large possible. Et en particulier, j'aimerais ici remercier ce soir une nouvelle fois la Fondation Wright de son financement pour ce qu'on appelle les Sciencescopes, qui sont ce lieu où la Faculté des sciences a développé toute une série de lieux où le public peut venir toucher, se confronter, comprendre des démarches dans le domaine de la chimie, la physique, les mathématiques en particulier, et d'autres encore disciplines qui sont enseignées dans notre faculté. Grâce à la Fondation Wright et au travail de nos professeurs, nous avons donc le plaisir d'accueillir cette année un conférencier de premier plan, le professeur Hugoni de Millepin, qui sera tout à l'heure présenté par une collaboratrice de l'Université de Genève. Et c'est aussi, je vous le rappelle, l'occasion de projeter sur les murs de notre université, Unibastion, un spectacle son et lumière que beaucoup d'entre vous ont pu déjà peut-être observer, ont pu bénéficier. C'est à partir du 31 octobre et jusqu'au 21 novembre que je vous invite à vous rendre dans le parc des Bastions pour profiter de cette illumination du bâtiment Unibastion, une manière de mettre en valeur le patrimoine de l'Université de Genève, une manière aussi de diffuser la science auprès d'un grand public avec l'illustration par ce son et lumière des mathématiques. J'aimerais remercier ici toutes celles et tous ceux qui ont rendu cet événement possible et je passe sans plus attendre la parole au président de la Fondation Wright, le professeur Thierry Courvoisier, que je remercie de sa présence et je vous remercie infiniment. Passez une très bonne soirée à toutes et à tous. À tout bientôt. Merci, monsieur le recteur, cher Yves. Bienvenue à tous. C'est un plaisir et pas un hasard de vous retrouver ici ce soir. Effectivement, notre spectacle Mat et brillant a lieu maintenant et jusqu'au 21 novembre. Et ce spectacle, c'est pour nous, pour la Fondation,
l'occasion d'amener un élément de culture scientifique au sein de la population et de ne pas nous satisfaire de nous adresser uniquement à des personnes prêtes à user leur fond de culotte sur des bancs d'université. Or, la culture scientifique est là pour tous, pas seulement pour ceux qui sont prêts à user leur fond de culotte ici. L'amener là où les gens sont fait partie, j'en suis persuadé, de notre mission. Et le spectacle est une bonne façon de contribuer ainsi d'un élément de culture scientifique solide pour une population beaucoup plus large. Le dernier a été vu par environ 50 000 personnes. On n'a pas pu tenir ce spectacle l'année dernière, donc on le fait cette année. Par contre, on a fait le colloque l'année dernière, et ça, on n'allait pas répéter cette année. Mais il nous a paru important de garder le lien entre le spectacle et une partie plus académique de nos efforts de communication, d'où la mise sur pied de cette conférence de notre collègue Hugo Duménil-Copin ce soir, et de le faire avec la collaboration de l'université qui partage notre vision de voir sur le lien nécessaire entre le spectacle et les efforts académiques. J'aimerais encore souligner que ce spectacle n'est pas, et de loin, un exercice de mathématiques académiques, mais que même brillant, drôle, beau, rapide, lumineux, sonore, en mouvement, s'il n'est pas académique, ce spectacle a toutefois une substance intellectuelle loin d'être négligeable. Et qu'on peut par exemple réaliser que si des avancées mathématiques majeures ont eu lieu en tout temps et sur toutes les régions ou dans toutes les régions du globe, beaucoup, dans les temps modernes, ont été occidentales. Et on peut réfléchir un peu au lien qu'il peut y avoir entre ces avancées mathématiques des siècles derniers et la puissance occidentale, la puissance qui s'est marquée par une colonisation par la culture occidentale, souvent violente, de l'ensemble de la planète. Une réflexion donc qui peut naître, parmi d'autres, de la vision de ce spectacle. Mais ce soir, c'est tout autre chose qu'on va faire. On va réfléchir un peu au hasard, et je passe tout de suite la parole à Élise Raphaël, qui va nous présenter Hugo Duménil-Copin. Merci Thierry. Bonsoir à toutes et tous. Il y a un an, je me trouvais déjà sur cette scène pour présenter à l'époque le conférencier Alain Cohn pour le colloque Wright, face à une salle vide et à un conférencier à distance. Donc c'est un grand, grand plaisir de vous voir tous et toutes dans cette salle ce soir et de pouvoir écouter Hugo en live et en présentiel surtout. Pour vous présenter Hugo, je vais d'abord vous parler un petit peu de son âge. C'est donc le plus jeune conférencier que nous aurons cette année et que nous avons eu par rapport à l'année passée au colloque Wright, même si on lui a laissé une année bonus, le temps qu'il devienne papa, entre 2020 et 2021. Il a été nommé professeur à l'Université de Genève à 29 ans. Il est également professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques. C'est le récipiendaire de nombreux prix, je n'en citerai que quelques-uns, je vous laisserai aller explorer son CV pour plus de précision. Dans son domaine, les probabilités, la physique statistique, il a remporté le prix Rollo-Davidson en 2012, le prix Loewe en 2017, le prix Dobruschin en 2019, et également de nombreux prix qui récompensent un début de carrière brillant. Le Early Career de l'Association de mathématiques physiques en 2015, le prix de l'European Mathematical Society en 2016 et le New Horizons en 2017. C'est donc un début de carrière fulgurant, mais pas prêt de s'arrêter, surtout à entendre son groupe. Hugo est débordant d'idées et d'enthousiasme, et on lui souhaite une longue carrière mathématique, tout aussi brillante que le début. Cependant, j'aimerais parler de son enfance mathématique quelque peu. Pour son enfance et son adolescence réelle, je vous réfère tous à un article du campus de décembre 2020, s'intitulant « Pourfendeur de théorèmes », qui vous en apprendra plus sur son intérêt progressif pour les mathématiques. Il a fait ses études en France, on le pardonne, puisqu'il est ensuite venu à l'Université de Genève, où il a effectué sa thèse sous la houlette du professeur Stanislav Smirnov, qui est dans la salle ce soir. Il l'a soutenue en 2012, et sa thèse se situe à l'interface de la physique statistique, de la combinatoire et des probabilités. Il y traite des transitions de phase de certains modèles de statistique physique planaires, c'est-à-dire en 2 dimensions. Pour vous donner un bref exemple, puisqu'il n'en parlera pas ce soir, on va parler un petit peu du ferromagnétisme.
Il s'agit en fait d'aimants qui perdent leurs propriétés magnétiques lorsqu'ils sont chauffés à une trop grande température. Donc on a un changement d'état macroscopique, aimanté plus aimanté, qui est dû à un changement au niveau microscopique. La température, elle, varie de manière continue et la propriété macroscopique change brutalement. C'est ce qu'on appelle une transition de phase. Et c'est ce que Hugo étudie sur certains modèles mathématiques. Donc il transfère ses propriétés, il crée un modèle mathématique et il l'étudie. Il ne l'a pas créé, celui-ci. Il étudie ses propriétés et en considérant le matériau comme une multitude de petits aimants qui s'orientent dans différentes directions en fonction de la température. Donc son rôle, un de ses intérêts encore actuels, c'est d'étudier ces valeurs critiques auxquelles survient un changement, une transition de phase. Cependant, ce soir, vous le savez tous, le thème est un petit peu différent, il s'agit du hasard. Alors, après une table ronde il y a 15 jours s'intitulant « L'énigme du réel », au cours de laquelle Michel Maillard, Nicolas Gisin et Mathieu Ricard parlaient entre autres de la part d'aléatoire dans l'ordre de l'univers, Hugo va ce soir remettre en cause la notion de hasard pour nous expliquer que certains événements que nous considérons comme aléatoires sont en réalité déterministes. Mais il nous rassurera plus tard en nous expliquant que le vrai hasard se cache toutefois à d'autres endroits. Je vous laisse donc entre les mains d'Hugo pour ce soir. Je sais qu'il nous fera un exposé brillant et plein d'enthousiasme, malgré l'absence de tableau noir, qui était son médium préféré pour ce soir. Hugo, à toi. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Ça me met un peu le stress, mais... c'est pas moi qui commande, c'est là-bas qu'il faut. Donc, ce que je disais, merci beaucoup. C'est toujours le petit moment où tout le monde est un peu stressé parce que vous vous dites, oulala, 40 minutes de mathématiques, ça va être l'horreur. Et moi, je me dis que vous êtes nombreux. Donc, l'horreur pour beaucoup de monde. Je vois aussi beaucoup de physiciens. Donc, c'est des gens qui probablement pourraient donner l'exposé mieux que moi. Et je vous préviens, je ne donne pas l'exposé pour vous. Je donne l'exposé pour le reste du monde. Et voilà, donc pas de panique. Et je sais que quand un mathématicien vous dit de ne pas paniquer, c'est le moment où il faut paniquer. Je le sais très bien puisque je suis mathématicien. Mais là, j'ai quand même fait un effort. Il n'y aura pas de formule, aucune formule mathématique. Ne vous inquiétez pas, pas de doux souvenirs d'enfance. Bon, rarement doux, soyons honnêtes. Et pas non plus d'interro surprise à la fin, ou peut-être, je ne sais pas. On verra. Alors... de quoi allons-nous parler déjà? On va parler de hasard. Et je veux tout de suite arrêter les ardeurs de tout le monde. Je ne vais pas vous parler de toutes les façons dont on peut définir le hasard. Je ne vais pas parler de philosophie, de contingence ou de choses comme ça. Je vais me focaliser sur une notion de hasard, qui est la notion scientifique de hasard. Donc, je vais vous la définir dans quelques instants, mais s'il y a des philosophes dans la salle, ne m'en voulez pas. Je ne vais pas rentrer dans des débats de ce type-là. Hasard, donc étymologiquement, ça vient du mot jeu de dés, en arabe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la cause d'un phénomène qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un processus déterminé et qui échappe à toute forme de prévision. Échappe à toute forme de prévision. Et c'est ça que je veux que vous reteniez. Toute. On va pas... je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose que moi, personnellement, Hugo Duminil-Copin, je n'arrive pas à prédire. Non, je dis que quels que soient les outils que j'utilise, que toute la communauté scientifique utilise, que tous les humains utilisent, nous n'arriverons pas à prédire ce qui se passe. C'est ça un événement réellement hasardeux. Ça correspond, pour les gens qui s'ennuyaient déjà de ce que je disais et qui lisaient la citation, ça correspond vraiment à une toute petite partie de la citation qui était écrite juste avant, qui déjoue les calculs les plus soigneux. Donc, vous voyez, je ne prétends pas refaire le monde, on va juste se focaliser sur ces quelques mots de cette longue citation. Très bien. Donc, le hasard, c'est ce qui échappe à toute prédiction. Et en fait, quand le mot hasard entre dans le langage courant, on est à peu près au XVIIe siècle, on est au milieu d'une révolution, c'est la révolution newtonienne. Donc, la mécanique classique est en train d'être construite et de trouver toutes les applications qu'on lui connaît. Et donc, en particulier, un fantasme des mathématiciens, des physiciens, de tous les scientifiques de l'époque, c'est que peut-être que tout effet a en fait une cause physique. C'est une telle révolution qu'on se met à croire que ça, c'est une chose qui est possible. Et du coup, le hasard, il vient d'un certain point de vue, pallier les événements qui restent encore inexplicables.
on suppose que le hasard, on utilise le mot hasard pour dire que finalement, c'est la cause des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais puisqu'on est, c'est une révolution, donc on est en mouvement, on peut naturellement se poser la question, est-ce que je suis également en mouvement, j'illustre, on peut se demander si ce hasard il existe vraiment ou si finalement c'est juste quelque chose de très subjectif qui est vrai à un moment T parce qu'on n'a pas encore trouvé l'explication qui convient pour l'événement en question et que finalement, peut-être que toute chose, tout effet a effectivement une cause physique. Donc ce n'est pas du tout une question anodine de se demander si le hasard existe vraiment ou non. Alors, qu'est-ce qui est hasardeux? Si on vous demande, normalement, la population se divise en deux parties, ceux qui vous répondent un lancer de pièces de monnaie et ceux qui répondent un lancer de dés. Ce sont les deux choses typiques qui, pour les gens, est hasardeux, est aléatoire. J'utiliserai d'ailleurs aléatoire à la place de hasard de façon un peu interchangeable. Je suis désolé, je suis probabiliste, c'est un peu mon groupe là. Désolé, c'est comme ça, j'utilise aléatoire ou hasard, m'en voulez pas. Et donc, lancer de pièces de monnaie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une pièce de monnaie et il faut la gravité. En gros, c'est les deux choses qu'il faut. Donc, essayez pas de faire ça dans la station spatiale, ça ne marche pas. Mais ici, il n'y a pas de souci. Pièce de monnaie et gravité, on lance la pièce, elle retombe sur pile ou face, on a un retour équitable, il y a autant de probabilités de tomber sur l'un et sur l'autre, et c'est typiquement aléatoire dans le sens qu'on n'arrive pas à prédire ce qui se passe. On l'utilise tout le temps dans la culture populaire, on l'utilise en sport, bien entendu, c'est le fameux TOS. Je suis genevois maintenant, donc j'utilise les termes du coin. Donc TOS, c'est aussi, je suis mathématicien, il faut que je fasse une référence geek, il n'y en aura qu'une seule, je vous rassure. Oui, je vois les mathématiciens qui font « Oh non, pas une seule !» Non, donc il y en aura une, c'est Double Face, le méchant de Batman, qui décide avec un lancer de pièces de monnaie du sort de ses victimes. C'est tout à fait glauque, mais voilà, c'est ma référence geek. Donc, dans l'imaginaire collectif, lancer de pièces de monnaie, c'est le hasard par définition presque. Mais pourquoi pense-t-on que c'est le hasard au fond? On pense que c'est le hasard parce qu'on n'arrive pas à prédire le résultat. C'est-à-dire que là, si je lance, déjà je ne vais pas le faire parce que je pense que je ne vais pas arriver à la rattraper ou je vais glisser dessus, bref. Si je lançais cette pièce, vous êtes d'accord que ni moi qui vais taper dedans pour la lancer peut exactement taper de la bonne façon pour être sûr d'avoir un résultat, et ni vous qui me regardez serez capable de savoir au moment où je tire sur quelle face la pièce de monnaie tombera. Donc finalement, ici, le hasard, c'est presque un synonyme de dire, pour nos cerveaux humains, on ne parvient pas en temps réel à prédire le comportement du système quand je lance la pièce. Ce que beaucoup de gens disent et réfèrent comme étant un problème où il y a trop de paramètres. Il y a trop de paramètres, on ne peut pas prévoir. Mais si vous réfléchissez, finalement, ce système, il n'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, j'ai une pièce de monnaie. Au départ, quand je vais taper dedans, ça va lui donner une vitesse de rotation, une vitesse aussi. Je pars d'un certain endroit. La gravité, on sait très bien décrire ce qu'elle a comme impact sur cette pièce, donc on va savoir prédire exactement quel est son mouvement. Il y a un moment où elle va arriver au sol, elle va taper d'une certaine façon. Là, on a des lois physiques qui prédisent quelles sont la façon dont la pièce va rebondir. Hop, elle va faire un premier rebond, peut-être un deuxième, un troisième, mais finalement, les lois de la physique qu'on connaît, pas tous, mais qu'on devrait tous connaître, finalement nous permettent de prédire tout à fait correctement ce qui va se passer pour cette pièce. Il n'y a rien d'aléatoire là-dedans. Et en fait, vous me direz, oui, mais ça c'est la théorie, mais même au niveau pratique, avec les superordinateurs, aujourd'hui, on parvient en fait même à faire des simulations, on arrive très bien à prédire en fonction de ce qui va se passer pour le comportement de cette pièce. Donc ce n'est pas un système qui a tant de paramètres finalement. Il y a peu de forces qui s'exercent dessus, il y a beaucoup de forces qui sont négligeables d'ailleurs, peu de forces qui s'exercent dessus, peu de conditions, et finalement on n'arrive toujours pas à prédire. Donc ça c'était la première chose que je voulais peut-être mentionner, c'est qu'on réfère toujours, il y a trop de paramètres, oh là là, c'est compliqué, mais en fait des systèmes relativement simples nous paraissent déjà aléatoires. Et pour peut-être caricaturer encore plus ce qui se passe pour cette pièce de monnaie, je vais prendre le temps de vous parler de quelque chose où j'aurais pu sauter ça, mais
je vais vous parler d'une théorie qui est magnifique, qui s'appelle la théorie du chaos. Je vais vous donner un exemple. D'accord ? La théorie du chaos, en quelque sorte, c'est une caricature de ce qui se passe pour la pièce, dans le sens que c'est des systèmes qui sont très très simples, mais qui sont ultra sensibles aux conditions initiales. Donc c'est des systèmes qui vont avoir l'air complètement aléatoires, alors que finalement, ils sont très très simples à décrire. Et je vais vous donner un exemple, et j'espère que vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas un exemple si compliqué que ça. Donc on va faire une petite expérience de pensée, on va tous fermer les yeux, enfin vous n'êtes pas obligés de fermer les yeux, mais on va fermer les yeux et on va s'imaginer dans notre bar préféré en train de jouer au billard. D'accord ? Tout le monde s'imagine ça. Bon, ces gens qui n'ont jamais joué au billard, je suis désolé pour les 5 prochaines minutes. Mais bon. Donc on joue au billard et on joue bien au billard. Donc on est en train de gagner. Et si vous avez déjà joué au billard, vous vous souvenez qu'à la fin d'une partie de billard, il y a ce moment extrêmement frustrant parce que vous êtes en avance sur l'adversaire, mais il reste un coup à jouer qui est qu'il faut rentrer cette fichue boule blanche après 3 rebonds dans un trou. Ça, c'est clairement une règle qui a été inventée par quelqu'un qui n'avait pas envie de perdre, parce qu'en général, du coup, on passe des heures à essayer de faire ça, c'est complètement aléatoire, et les personnes nous rattrapent. Donc je veux que vous vous imaginiez à ce moment-là, vous allez taper dans cette boule blanche. Et là, j'aimerais que vous soyez honnête avec vous-même et que vous admettiez la chose que je vais vous dire, qui est que finalement, notre cerveau comprend assez bien ce qui va se passer. Notre main, elle, ne sait pas du tout réaliser ce qu'on veut faire. Mais notre cerveau, il sait très bien que quand on va taper dans cette boule blanche, elle va partir en ligne droite, elle va aller heurter le bord du billard, là, elle va rebondir en formant le même angle, et ça, en fait, on comprend assez bien intuitivement ce qu'elle fait, on le calcule, on est même prêt à imaginer ce qu'elle va faire après, avant d'aller taper ce deuxième bord, le troisième, et finalement, on essaye de calculer le bon angle pour pouvoir taper la boule de telle sorte qu'après les trois rebonds, elle arrive dans le trou. Pourquoi j'ai fait ce petit aparté ? C'est pour essayer de vous convaincre que finalement, on comprend assez bien ce système physique, même intuitivement. On le comprend très bien. Le cerveau humain comprend ce qui se passe. Et bien pourtant, on peut créer à partir de ce système tout simple quelque chose qui a l'air complètement aléatoire. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Parce qu'un mathématicien, quand il comprend une situation, il aime la compliquer. D'accord ? Donc une chose qu'on peut faire, si on a envie de s'amuser, c'est de dessiner des billards qui ne sont pas rectangulaires. Pourquoi pas, hein ? Donc un billard, par exemple, circulaire, et un billard, là, je vous l'accorde, c'est vraiment une idée de mathématicien, un billard bizarre. D'accord ? Vous allez comprendre pourquoi on l'a dessiné comme ça, pourquoi mon collègue mathématicien l'a dessiné comme ça. Et maintenant, ce que j'ai fait, les petits carrés bleus, là, alors on m'a dit que je pouvais faire quelque chose. Ah oui, oula, c'est dur ça. Vous voyez pourquoi je suis devenu mathématicien, hein ? C'était pas... Donc là, ici, le bout bleu, enfin le petit carré bleu, en fait, c'est des petits points qui représentent des billes de billard. D'accord ? Elles sont les unes à côté des autres, et on va imaginer que quelqu'un tape dans ces billes, un tout petit peu dans des directions quasiment les mêmes, les billes partent quasiment du même endroit, et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Petit moment de repos pour le cerveau. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça ne se passe pas tout à fait de la même façon. Hein ? On voit qu'à droite, en rouge, finalement, les billes, elles sont parties proches l'une de l'autre et elles continuent à aller, finalement, aller et venir en restant dans une forme relativement ordonnée, tandis qu'à gauche, à l'inverse, eh ben, c'est, excusez-moi de le dire, mais un peu le bordel. Hein ? À gauche, c'est n'importe quoi. Les billes ont l'air complètement aléatoires, et si je commençais la vidéo à ce moment-là, je pense que personne ne me dirait « Oh, mais écoutez, c'est tout simple, hein, on envoie des billes dans une direction, elles rebondissent à angle égal contre les murs, et puis voilà, je les fais partir juste les unes à côté des autres, et j'obtiens ça. » D'accord ? Ça, en fait, là, c'est un exemple typique d'aléatoire, en quelque sorte, hein, au même sens finalement que cette pièce de monnaie, aléatoire qui part de quelque chose qui est quasiment déterministe. On avait un système très simple et on a créé du désordre. Pour ce, juste, est-ce que vous avez tous vu ici le cercle au centre dans lequel les billes ne rentrent jamais ? Je vous le remets juste parce que, en fait, comme ça, vous pouvez arrêter de m'écouter. En général, ça marche très bien. Voilà, c'est complètement hypnotique. Voilà, c'est un système chaotique à gauche, tandis qu'à droite, on n'est pas chaotique.
Maintenant, je vois que tout le monde est fixé sur le cercle, le disque rouge. Bref, pourquoi c'est important ce type de chaos? Parce qu'en fait, au fond du fond, c'est peut-être la façon la plus simple de créer de l'aléatoire. Alors, pas du vrai aléatoire, puisqu'on a vu que tout était déterministe. Si je vous donne la condition initiale, on sait très bien prédire le comportement de la bille. Mais globalement, on crée de l'aléatoire du fait de la sensibilité, si vous voulez, à la condition initiale. Le fait que le cerveau humain n'arrive pas à analyser suffisamment bien la condition initiale. Et ça, en fait, c'est l'idée de base de quasiment tous les générateurs. Je reviendrai après sur des améliorations récentes, mais jusqu'à il y a peu de temps, c'était la façon dont on générait, par exemple, des nombres aléatoires. On prenait des fonctions qu'on appelle chaotiques et on créait des nombres aléatoires en itérant ces fonctions. Et les nombres qu'on obtenait, on considérait que c'était des nombres qui étaient suffisamment incalculables, on va dire, par des méthodes itératives, c'est suffisamment aléatoire pour pouvoir être utilisé. Et le problème, c'est que c'était pour pouvoir être utilisé dans un endroit qui est quand même très important, qui est la cryptographie. C'est-à-dire que c'était les clés de nos systèmes de cryptage. Alors vous pouvez imaginer que c'est un petit peu gênant si un système de cryptage est basé sur des clés qui finalement ne sont pas aléatoires du tout. Il y a une loi, il y a une fonction qui vous donne ces nombres. Elle est compliquée, mais il en existe une. Donc imaginez quelqu'un, pour essayer de décrypter votre message ou votre système de cryptographie, ce qu'il a à faire en quelque sorte, c'est de deviner la fonction. Et l'existence de cette fonction, c'est quelque chose qui est très gênant. D'accord ? Voilà. Alors, juste pour la petite histoire, j'ai fait quelque chose classique chez les mathématiciens, c'est que je vous dis, on parle de lancer de pièces de monnaie, et après je vous dis, mais du coup, ça me fait penser au système chaotique, et vous vous dites, super, en fait, le lancer de pièces de monnaie est un système chaotique. Eh bien, pas du tout, le lancer de pièces de monnaie n'est pas un système chaotique, mais on va dire qu'il l'est à l'échelle de la compréhension de notre cerveau. Un système chaotique, en fait, pour qu'il soit vraiment chaotique, il faut que, quelle que soit la toute petite perturbation des conditions initiales, si je mets la boule juste un tout petit peu à côté, j'obtiens quelque chose de complètement différent. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce système-là. Allez, je vous la remets juste pour le plaisir. Je sais que vous aimez ça, juste ne le cachez pas. Donc, ce système à gauche, c'est vraiment un système chaotique. Le lancer de pièces de monnaie, il n'est pas chaotique parce qu'au fond du fond, si vous perturbez, ne serait-ce qu'un tout petit, si vous êtes capable de juste perturber un tout petit peu la façon dont vous lancez cette pièce, elle retombera en fait sur le même côté. Mais on va dire que les bassins d'attraction, le droit que vous avez à modifier la condition initiale, elle est tellement petite. Le droit est tellement petit, il ne faut vraiment pas modifier beaucoup les conditions initiales, et c'est suffisamment petit pour que, en fait, l'esprit humain n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe, et donc, en gros, il y a une sensibilité aux conditions initiales. Voilà. Alors, à ce stade, hop là, je suis désolé, il n'y aura pas que des vidéos comme ça. Donc, à ce stade, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, le hasard de tous les jours, le hasard à notre échelle, en fait, c'est un hasard apparent. Ça, vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un hasard subjectif, en quelque sorte. C'est moi, en tant que Hugo Dumy-Coppin, je suis incapable de prédire. C'est hasardeux, c'est aléatoire. La meilleure façon que je puisse faire, c'est de penser que cette pièce de monnaie, elle tombe avec probabilité 1,5 sur pile, avec probabilité 1,5 sur face. Mais ce n'est pas le hasard au sens mathématique ou au sens physique, puisqu'on avait dit, le hasard au sens mathématique, il faut que ça résiste à toute forme de prévision. Or là, on a vu, par exemple, avec les systèmes chaotiques, que ce n'est pas le cas. Dans un système chaotique, si vous connaissez la valeur initiale et la fonction, vous avez en fait le comportement de la bille de billard. C'est ce que vous imaginez faire. Elle va tout droit, elle rebondit, etc. Vous pouvez décrire toute la trajectoire. Parfait. Donc il va falloir qu'on aille un peu plus loin pour trouver du vrai hasard, ou je devrais plutôt dire un peu plus petit. Alors, donc là, je me sens dans une situation qui est un peu compliquée parce qu'il y a pas mal de spécialistes de la physique quantique à côté, donc je vais faire attention à ce que je dis. Enfin, j'allais faire attention de toute façon, mais encore plus. Alors, on va faire ce qu'on appelle une expérience de pensée. Alors, une expérience de pensée, c'est une expérience, mais qui n'est pas dans un laboratoire. D'accord ? Donc, c'est typiquement ce qu'on aime faire en mathématiques. Et on aime aussi beaucoup faire ça en physique. Et cette expérience de pensée, ça va être la suivante. On va imaginer le protocole suivant. Donc, on va avoir 3
murs. Jusque-là, tout va bien. Ils sont très, très espacés. Dans le premier mur, il va y avoir un trou. Dans le deuxième mur, il y a 2 trous. Et comme je suis mathématicien, j'ai beaucoup d'imagination. On va les appeler trou 1 et trou 2. Et sur le dernier mur, il va y avoir des détecteurs. J'en ai dessiné qu'un seul, mais imaginez qu'ils sont un peu partout. D'accord ? Et on va... Alors, je dois dire que historiquement, en fait, on prend une mitraillette et on tire des balles, mais je me disais que c'était un petit peu violent. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu plus marrant. On va imaginer que l'émetteur, en fait, c'est un joueur frénétique de billard, qui a des tonnes de billes, et lui, il tape dans toutes les directions, toutes ces billes, il tire, il projette des billes. Donc, il y a des billes de billard qui sont lancées. Et notre question, c'est qu'est-ce qui se passe ? Plus particulièrement, qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, il y a beaucoup des billes qui rebondissent, qui ne passent pas par les trous, mais il y a des billes qui parviennent finalement à passer par les trous et qui vont arriver dans notre détecteur. Imaginez que le détecteur, c'est des bacs de sable, par exemple. Donc, les billes sont arrêtées quand elles atteignent le 3e mur. Et on essaye de voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est une simulation, ce n'est pas des billes de billard. Et ce qu'on voit, c'est que les billes apparaissent une à une, bien sûr, puisqu'on tire les billes une à une, très très vite, mais on les tire une à une. Et elles se répartissent un peu uniformément, tout en étant, on va voir pas tout à fait uniformément, mais elles se répartissent selon la cloche suivante. Excusez-moi, hop là, on va faire comme ça. Une cloche bleue, donc là, qu'est-ce que c'est que cette courbe ? Cette courbe, en quelque sorte, c'est la fréquence d'arrivée des billes. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, par exemple un peu plus blanc ici, le centre typiquement, où il y a plus de billes qui arrivent que d'autres. Ça veut dire que la fréquence d'arrivée des billes à ces endroits-là est plus grande. Il y a plus de billes qui arrivent en un temps donné. Et la courbe bleue, elle représente ces fréquences. Donc vous avez déjà vu un système, on peut deviner ce qui se passe. Très clairement, ce qui va se passer, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait des billes qui passent par le trou 1 et elles vont arriver à peu près dans l'axe, si je tire une droite, à peu près dans l'axe entre l'émetteur et le trou 1. Alors elles rebondissent un peu ces billes sur le bord des trous, etc. Donc elles n'arrivent pas toutes exactement au même endroit. Et puis aussi, le tireur les envoie un peu dans toutes les directions. Donc ça fait une espèce de petite cloche comme ça. Et les billes qui passent par le trou 2, elles, nous créent une deuxième cloche qui fait plutôt comme ça. Donc si je décompose en fermant un trou, par exemple, ce que j'obtiens, c'est que les billes arrivent, selon cette cloche de fréquence, plutôt vers le haut. Cette courbe de fréquence, excusez-moi. Tandis que quand je ferme le trou 2, elles arrivent plutôt vers le bas. Et une chose qui est complètement évidente, c'est que si j'ouvre le trou 1 et le trou 2, bien entendu, la courbe des fréquences, c'est la somme des courbes de fréquence des billes qui passent par le trou 1 et des billes qui passent par le trou 2. Forcément, quand j'ouvre les deux trous, les billes, elles passent soit par le trou 1, soit par le trou 2. Donc, il en arrive une certaine quantité du trou 1, une certaine quantité du trou 2. Donc, la fréquence d'arrivée des billes, c'est la somme des deux fréquences. OK, jusque-là, je crois que je n'ai pas révolutionné le monde. Et je suis d'accord que vous pourriez vous demander quel est le rapport avec la choucroute. Alors, le rapport, il vient quand on change un tout petit peu le jeu. Donc, faisons un jeu un tout petit peu plus subtil. On descend d'échelle. Et on ne va pas lancer des billes de billard. On va lancer des électrons. Alors là, normalement, vous devez vous dire, oh là là, ça y est, il commence vraiment son expérience de pensée, ce n'est pas possible. Alors, c'est peut-être de la préhistoire pour beaucoup d'entre vous, mais il y a un système qui correspond exactement, si vous voulez, à la mitraillette à électrons, c'est le tube cathodique. C'était exactement le concept des vieilles télés. On envoie des électrons, ça c'est tout à fait faisable. Et en fait, on peut même les envoyer un par un. C'est quelque chose d'assez admirable. Ce n'est pas si simple que ça, mais c'est faisable. Donc imaginez que notre émetteur, maintenant, c'est une mitraillette à électrons. Elle envoie les électrons un par un. D'accord ? Très bien. Non, alors ça, ce n'était pas ce qui était prévu. Hop, vous n'avez rien vu. On oublie. On sort le détecteur. Pac. OK. Donc, on va commencer la même expérience. On envoie des électrons, mais on ferme déjà un des trous. Juste, on n'ouvre que le trou 1. D'accord ? Et on regarde ce qui se passe. Et là, quand on regarde ce qui se passe, il se passe la même chose que pour les billes de billard. Donc jusque-là, on n'a pas vraiment évolué, c'est toujours la même histoire. En fait, si vous ouvriez le trou 2 et que vous fermiez le trou 1, vous obtiendrez aussi la même chose, le même type de répartition que pour
les billes de billard. Donc maintenant, étape d'après, on va regarder ce qui se passe quand on ouvre les deux trous. Là, normalement, on peut faire un espèce de pari OK, qu'est-ce qui se passe? Mais le problème, c'est que si je vous donne un QCM et que je vous donne deux solutions, vous allez tous regarder la section de physique ici qui connaît la réponse et vous allez copier. Donc, je ne vais pas faire ça. J'avais prévu, mais je ne vais pas faire. Donc, on va pas demander comment ça se passe et on va simplement vous montrer. Donc, il y a un peu de suspense. Alors, une chose déjà admirable, ah ben là, il y a beaucoup de suspense. Là. Ah, on ne voit rien du tout, là. Ah non, c'est bon. Une chose admirable, déjà, c'est que les électrons, ils arrivent un par un. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, mais c'est dû au fait que les électrons sont des particules. Donc, on peut vraiment les mesurer un par un. Et la deuxième chose, qui est beaucoup plus admirable, c'est qu'on n'obtient pas du tout la même chose que dans le cas du billard. Parce que là, si vous regardez, je ne sais pas si je peux arrêter. Hop là, je peux arrêter, parfait. Si vous regardez ce qui se passe, eh bien, il y a des zones complètement noires qui ne reçoivent aucun électron, et il y a des zones, à l'inverse, blanches, oui, très blanches maintenant. Celle-là, j'aurais voulu la faire, j'y serais pas arrivé. Donc des zones très blanches, bon, on va vous laisser imaginer maintenant. Ah, non, je relance juste pour vous. Des zones blanches où il y a beaucoup d'électrons qui arrivent. Mais imaginez un peu ce qui vient de se passer. C'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Peut-être que je le vends très très mal, mais quand on ferme l'un des trous, le trou numéro 2, il y a des électrons qui arrivent un peu partout, en particulier exactement aux endroits des zones noires. Là. Mais quand j'ouvre l'autre trou, alors ces zones ne reçoivent plus aucun électron. En fait, la courbe de fréquence, dans ce cas-là, elle ne ressemble pas du tout à la somme des courbes quand j'ouvre seulement un des trous. Elle ressemble à quelque chose de ce type-là. Alors, vous avez remarqué, je pense que tout le monde avait compris, je suis nul en informatique. D'accord? Donc, je n'ai pas su comment faire une rotation de cette vidéo pour que ce soit comme ça. Mais on est d'accord qu'ici, hop là, oula, ça c'est la panique là maintenant. Non, personne ne bouge. OK, bon, on va remettre là. Je n'ai pas fait une rotation, mais bien sûr, cette image, vous devriez l'imaginer avec une rotation de pi sur 2, comme ça, là, je suis bien mathématicien, ou de 90 degrés pour ceux qui n'aiment pas les radians. Très bien. Donc, on obtient quelque chose de complètement différent. On dit en fait qu'il y a interférence. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui peut vous sembler hyper bizarre parce qu'on a cette interprétation d'électrons qui sont des particules et qui viennent un à un. Et donc, du coup, ces électrons, ils passent par le trou 1 ou le trou 2 normalement. Donc, on devrait obtenir la somme des fréquences. On obtient quelque chose de complètement différent. On obtient en fait quelque chose qu'on voit très fréquemment avec les ondes. D'accord? Si vous prenez des vagues, donc là, on est content, à Saint-Jean-de-Luz, ils nous ont fait le cadeau de nous faire 2 trous. Et donc là, on a des vagues et on a des interférences. Ici, c'est la lumière qui nous fait des interférences. C'est une très fameuse expérience de physique, l'expérience des 2 fentes de Young, qui a permis en fait de montrer que la lumière se comporte de façon ondulatoire. Et on obtient en fait le même type d'interférence qu'ici. Bon, mais alors ça dit quelque chose quand même. Et ça dit quelque chose de relié à l'aléa. Parce que ce qu'on peut faire, l'étape d'après, c'est de se demander, bon, ok, très bien, on a ces interférences, mais d'où viennent les électrons? Est-ce que les électrons sont passés par le trou 1 ou est-ce que les électrons sont passés par le trou 2? C'est une question naturelle. Et pour faire ça, Richard Feynman, un prix Nobel qui en fait a démocratisé cette expérience de pensée, elle n'est pas de moi, propose la chose suivante. Il dit, les électrons, ça réagit à la lumière, donc ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va mettre une lampe. Des fois, les choses ont des réponses simples. Donc, on met une lampe. Et cette lampe, en gros, quand les électrons passent, bing! S'il est passé par le trou 1, elle va éclairer, il y a un petit spot lumineux au trou 1. Si c'est le trou 2, ce sera au trou 2. Et donc, comme ça, on peut enregistrer si les particules passent par le trou 1 ou le trou 2. Paf, paf, trou 1, trou 1, trou 1, trou 2, trou 2, 1, etc. Le problème, c'est que ce qu'on obtient dans ce cas-là, c'est exactement la même courbe que pour le billard. Le fait d'avoir éclairé ces électrons, finalement, ça les a complètement changés. Maintenant, ils se comportent exactement comme des billes de billard.
et on obtient la somme. Alors ça, c'est une chose qu'on connaît bien en physique quantique, c'est le fait que quand on mesure un système, on le modifie. En fait, on ne peut pas modifier un système, on ne peut pas mesurer un système sans l'impacter. Mais quel est le rapport avec l'aléa? Le rapport avec l'aléa, il vient de là. Imaginez maintenant qu'il y ait un moyen de mesurer si l'électron passe par le trou 1 ou le trou 2 avant qu'il soit passé par le trou 1 ou le trou 2. C'est-à-dire, imaginez que, par exemple, on puisse se poser près de l'émetteur, ici, et à chaque sortie d'électron, on peut mesurer des quantités physiques reliées à cet électron et qui nous disent, ah, alors celui-là, c'est sûr, c'est trou 1, celui-là, c'est trou 2, celui-là, c'est trou 2, trou 1, etc. Imaginez qu'on puisse faire ça. C'est facile d'imaginer que dans ce cas-là, hop là, en fait, la présence de la source lumineuse pour vous dire si on passe trou 1, trou 2, vous pourriez la mettre ou pas la mettre, ça ne changerait rien en fait, parce que vous avez l'information qu'on passe sous le trou 1 ou le trou 2. Du coup, qu'est-ce que ça nous dirait? Eh bien, ça nous dirait que s'il n'y avait pas de source lumineuse, on devrait quand même tomber sur la courbe bleue. D'un certain point de vue, si on est capable de dire avant que les électrons passent le trou 1 ou le trou 2, s'ils passent par le trou 1 ou le trou 2, dans ce cas-là, eh bien, les fréquences devraient s'additionner. On devrait avoir la somme de la fréquence de ceux qui passent par le trou 1, la somme de la fréquence de ceux qui passent sur le trou 2. Donc on ne devrait pas tomber sur des interférences, on devrait tomber sur la somme des fréquences. Or, on tombe sur des interférences. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il n'existe pas de façon de mesurer quelque chose sur l'électron, de prédire s'il va passer par le trou 1 et le trou 2. Et en particulier, par exemple, quand on mesure ici s'il passe par le trou 1 ou le trou 2, et bien avec cette lumière, en fait, il passe par le trou 1 ou le trou 2 complètement aléatoirement. Il n'y a aucun moyen prédictif utilisant la physique qui permette, enfin physique quantique en tout cas, qui permette de dire si on passe par le trou 1 ou le trou 2. Ça, c'est un vrai aléa. Alors, c'est une expérience de pensée, hein, ce n'est pas si simple à réaliser. En fait, c'est une expérience qui a été introduite à des fins pédagogiques, parce que là, je vous ai fait un crash course, un très mauvais probablement d'ailleurs, crash course sur la physique quantique, parce qu'on a vu plein de phénomènes de physique quantique bizarres là. Hein. L'aléa, c'était que la cerise sur le gâteau, parce qu'on a vu la dualité onde-corpuscule, le fait qu'on impacte un système quand on mesure quelque chose dessus, et ce fameux aléa intrinsèque. Donc vous imaginez que ça, c'est du pain béni pour un pédagogue, et en particulier Richard Feynman était un pédagogue extraordinaire, et donc il utilisait beaucoup cette expérience de pensée pour décrire les rudiments de la physique quantique. Donc voilà, vous avez pris un cours rapide de physique quantique. Maintenant, vous pouvez raconter tout ça le soir dans les bars. Donc c'est parfait. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, cette expérience de pensée, elle a été reproduite récemment, et en fait, on obtient ce genre d'interférence. Donc là, ici, c'est ce qu'on obtient avec les électrons quand on a fermé un des trous, ça quand on a fermé l'autre trou, et ça quand on a les deux trous, et on devine en tout cas les interférences. De façon plus générale, il y a de nombreuses autres expériences qui confirment l'aléa au niveau quantique, et je dirais même, je vous mens un petit peu, il y a des expériences bien meilleures. Ce n'est pas une si bonne expérience que ça, mais je pense que ça donne déjà une bonne idée de ce qui se passe. Il y a des expériences extraordinaires qui justifient, qui montrent que si on croit à la physique quantique, en tout cas, il existe un aléa intrinsèque, un aléa objectif. Il ne dépend pas de nous, il est impossible de prédire ce qui se passe. Alors, à ce stade, normalement, vous devriez ne plus me croire. Hein, vous dire non, mais ce n'est pas possible. Forcément, on peut prédire cette existence d'un aléa, ce n'est pas possible. Ces physiciens, ces mathématiciens, ils sont fous. Hein. Alors, je vais vous apprendre quelque chose, c'est que vous êtes dans une catégorie de gens qui est pas mal, parce que c'est une catégorie de gens qui inclut Einstein. Et c'est toujours bien d'être dans la catégorie qui inclut, enfin presque toujours bien d'être dans la catégorie qui inclut Einstein, c'est-à-dire que lui-même avait du mal avec cette idée. Hein, c'est cette fameuse citation, je pense que lui-même doit regretter de l'avoir dite tellement elle est réutilisée, mais Dieu ne joue pas au dé. Ce qu'il pensait, c'est que cette interprétation probabiliste de la physique quantique, ce n'est pas qu'elle est fausse, mais c'est que c'est qu'une étape, c'est qu'en quelque sorte, on n'en sait pas assez. On n'en sait pas assez, et un jour, on aura de meilleures théories qui nous expliqueront la physique sans cet aléa.
Alors, première chose, il a travaillé pour essayer de montrer aux physiciens de l'époque et aux physiciens des générations futures qu'effectivement, ce n'était pas une si bonne idée d'introduire de l'aléa. Et il a en particulier développé des paradoxes, et le plus connu, c'est le paradoxe EPR, qui montrait que les choses vont mal si on suppose ce type de choses. Je tiens à vous dire qu'il y a des expériences vraiment superbes, en particulier qui utilisent les photons, donc c'est toute une discipline qu'on appelle l'optique quantique, et qui consiste à essayer de prouver l'existence de cet aléa. Donc Alain Aspect, en premier, en 1983, a montré par exemple que ce grand paradoxe qu'Einstein avait énoncé, en fait, ce n'était pas un paradoxe, il n'y avait pas de souci. Il faut juste renoncer à quelque chose qu'on appelle la localité. C'est peut-être pas si simple de renoncer à cette idée, mais en tout cas, c'est possible. Et si on renonce à ça, c'est plus un paradoxe. Je mentionne cette expérience parce que cette expérience a été améliorée à Genève, justement. Et d'ailleurs, nous avons une des personnes qui a participé à cette expérience dans la salle. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon, je vais dire des choses fausses et quelqu'un va se ruer sur l'estrade pour me plaquer. Donc, je ne veux pas prendre ce risque parce qu'il saurait se dire des choses bien meilleures que moi sur ce sujet. Mais ces expériences, elles sont merveilleuses parce qu'elles permettent à la fois de contredire, enfin de dire que ce paradoxe n'est pas un paradoxe, et en fait, elles permettent aussi de montrer beaucoup plus efficacement la présence vraiment d'un aléa fondamental en physique quantique. Donc, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, ce n'est pas juste une mauvaise explication, c'est en tout cas quelque chose qui est intrinsèque à la physique quantique. Je devrais dire, pour être plus précis, à une interprétation qu'on appelle de Copenhague de la physique quantique. Il y a des gens qui continuent à résister et qui essayent d'avoir des interprétations différentes de la physique quantique qui ne seraient pas basées sur le hasard. Mais là est peut-être la punchline de cet exposé, c'est que quand on est scientifique, on fonctionne de façon axiomatique. Je ne prétends pas qu'il n'y a pas une description du monde qui n'est pas basée sur l'aléatoire. Ce que je prétends, c'est qu'avec la physique mécanique et la physique quantique, et moi je crois à ces deux choses-là, et je crois que je ne suis pas le seul, avec ces deux physiques à notre disposition, c'est normal de penser que l'aléa gouverne le monde quantique. C'est juste normal. C'est ce qui sort de la théorie. Peut-être qu'un jour on améliorera la théorie, peut-être qu'on la rendra différente et qu'on se rendra compte qu'il n'y a pas d'aléa. Mais axiomatiquement, si on conditionne sur le fait qu'on croit à la physique d'aujourd'hui, le monde est aléatoire. D'accord ? Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Alors, juste une chose, parce que vous pouvez dire, du coup, c'est pourquoi les scientifiques passent autant de temps à essayer de prouver qu'il y a de l'aléa dans le monde, bon, à part le fait que c'est cool quand même, soyons honnêtes. Ça a aussi des applications, et en particulier l'expérience de Genève et les travaux du professeur Gisin permettent en fait de créer des vrais générateurs de nombres aléatoires où cette fois on ne crée pas de l'aléa à partir d'un système chaotique, donc une fonction donnée, on utilise le monde quantique pour créer cet aléa. Et là on sait, en tout cas avec les connaissances d'aujourd'hui, que ce sera parfaitement aléatoire. Donc il y a des applications réelles de ces idées qui peuvent peut-être paraître loufoques à première vue. OK, on arrive vers le money time. On est bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas. Doit-on abandonner le principe de causalité déterministe ? Doit-on oublier complètement que chaque effet a une cause ? Ce n'est pas tellement ce que la physique quantique nous dit. La physique quantique nous dit quelque chose d'un peu plus mesuré. Elle nous dit qu'il faut oublier l'idée de pouvoir déterminer si un événement a lieu ou pas, de pouvoir déterminer un système quantique. Mais elle ne nous dit pas qu'on ne peut pas déterminer les probabilités que les événements ont lieu. Et finalement, si on y réfléchit, c'est déjà très bien, c'est largement suffisant. Donc la physique quantique, en fait, nous explique comment calculer des lois de probabilité. Et ces lois de probabilité, par contre, elles ont une causalité. La physique quantique nous explique pourquoi c'est cette probabilité et pas une autre. Donc finalement, si on oublie le fait qu'on veut déterminer l'état du système et qu'on veut seulement déterminer sa probabilité, là, il y a une causalité tout à fait bien définie. Et juste parce que, je suis un mathématicien, je ne pourrais quand même pas vous faire un exposé sans une seule formule mathématique. Il faut quand même que vous reveniez avec des étoiles dans les yeux, non ? Donc juste pour vous mentionner,
il y a une équation, l'équation de Schrödinger, qui vous permet justement de calculer l'évolution des probabilités dans un système quantique qui évolue. C'est une équation, elle n'est pas si compliquée que ça quand on la voit comme ça. En général, une équation qui a l'air simple, ça veut dire qu'elle est très compliquée en fait. Donc elle n'est pas si simple à résoudre, ne vous inquiétez pas, mais elle n'est pas si compliquée que ça non plus à énoncer. Et donc elle vous permet de calculer les lois de probabilité. Donc on résume, il y a toujours un principe de causalité d'un certain point de vue, c'est juste qu'on est maintenant en train d'essayer de déterminer les causes de probabilité et non pas de réalisation d'événements. Donc la probabilité des événements et non pas s'ils ont lieu ou pas. Ça, on ne peut pas faire. Juste, quand on voit ça maintenant, il y a une chose qui devient naturelle, c'est que c'est ce que je raconte là, ça semble mettre un nouveau joueur au milieu de la partie. C'est les probabilités. Ça devient crucial de comprendre ce que c'est que la probabilité de quelque chose. Alors là, je vois les élèves de maths qui sont là, oh, il est en train de nous faire de la pub pour son cours. Parce que bien entendu, du coup, quand on a un nouvel objet qu'on veut étudier, il faut le comprendre lui-même. Et donc, il y a une théorie qui s'attache à comprendre ce que c'est que les probabilités, comment on les manipule, comment on les additionne, comment on les contrôle. Et c'est la théorie des probabilités, et c'est en particulier la théorie dont je suis spécialiste. Hop là, on ne va pas faire ça. Juste un exemple pour faire, finalement, peut-être boucler la boucle, et après j'aurai un dernier slide pour juste ouvrir un petit peu. On a parlé de hasard apparent, enfin de hasard objectif et de hasard subjectif en quelque sorte. Le hasard à petite échelle est l'objectif, le hasard subjectif, c'est le hasard à grande échelle parce que c'est juste notre incapacité à comprendre les choses. D'accord, mais du coup, des fois, les systèmes sont effectivement trop compliqués pour qu'on puisse vraiment comprendre la physique déterministe de ces systèmes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Au lieu de se dire oh mince, c'est que de l'aléatoire subjectif, on peut embrasser ce problème et se dire modélisons ça par les probabilités justement. C'est de l'aléa subjectif, c'est pas grave, on va calculer les probabilités quand même et ça va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on étudie des systèmes dépendant de trop de paramètres. Par exemple, imaginez le comportement d'un atome ou d'un gaz, donc d'une molécule dans un gaz, il heurte toutes les autres molécules, il rebondit, etc. C'est comme un billard avec des milliards de boules. Donc ça semble là pour peu complètement échapper à notre compréhension, on va dire, personnelle. Et bien là, on modélise par de l'aléatoire. C'est de l'aléatoire, peut-être un troisième type, un aléatoire artificiel peut-être. Le mathématicien, le physicien modélise ça par les probabilités. Et là, on arrive à décrire ce qui se passe. Très, très bien en général. Donc cet aléa subjectif, il n'y a pas de connotation péjorative. C'est un aléa très utile, au contraire. Il faut l'étudier et le comprendre. Je finis juste avec une chose, c'est que l'aléatoire, il y a des lois qui le régissent. Et ça, c'est quelque chose qu'il est hyper important de comprendre. Et je veux vous en mentionner une, parce que c'est une loi qui, en ce moment, en plus, a une certaine importance. Cette loi, elle est due à Jacques Bernoulli, donc c'était un membre d'une famille de scientifiques suisses absolument extraordinaires, ils sont tous hyper connus. Et ce théorème, il dit la chose suivante, donc c'est même un théorème mathématique. Il dit, si je répète n fois une expérience, je ne sais pas, 10 000 fois une expérience, et que je compte le nombre de fois où l'événement A a lieu, le résultat c'est A, alors, appelons-le NA, NA sur N, ce sera très très proche de la probabilité que l'événement A ait lieu, que le résultat soit A. D'accord ? Je vous donne deux exemples, parce que les exemples c'est toujours mieux que les théorèmes. Enfin, moi je ne suis pas d'accord, mais on m'a dit de dire ça. Donc, premier exemple, si la probabilité qu'une pièce tombe sur pile est 1,5, ce qui est ce que l'on pense, bien sûr, alors si on lance n pièces de monnaie, n par exemple 10 000, il y en aura avec très grande probabilité à peu près la moitié qui tombe sur pile. C'est une chose même intuitivement complètement évidente. Il y en aura environ 5 000 qui tomberont sur pile et environ 5 000 qui tomberont sur face. Même chose si je prends un dé, je prends des dés à 6 faces, j'en lance n, il y en aura à peu près le tiers qui tomberont sur 1 ou 2, parce que la probabilité qu'un dé à 6 faces tombe sur 1 ou 2, c'est un tiers. Jusque-là, je pense que je n'ai pas révolutionné la science, je pense que je ne vous ai même peut-être rien appris. Mais
Je voulais juste cette petite vidéo parce qu'elle m'a fait marrer, j'avoue. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un toss, hein, hop, et là, paf, ça tombe sur la tranche. Donc déjà, voilà, je voulais vous apprendre qu'un lancer de pièces de monnaie, c'est pas toujours pile ou face, ça peut être la tranche. Faut pas avoir de chance, mais ça arrive. Voilà. Bon, c'est pas très grave parce que heureusement, la chance que ça arrive une deuxième fois juste après est vraiment toute petite, hein, donc vous allez finalement arriver à vous en sortir. Mais qu'est-ce que cette vidéo dit? Et c'est ça que je voulais finir, c'est un peu la morale de ces 2 derniers slides. C'est que quand on voit des événements qui ont lieu, on a tendance à penser qu'ils ont une probabilité beaucoup plus grande qu'elle ne l'est réellement. Pourquoi? Parce qu'on oublie totalement le fait qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont réalisées. Là, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il y a une très petite probabilité que la pièce tombe sur la tranche. Je pense que si on regarde dans la salle, personne n'a jamais lancé une pièce qui est tombée sur la tranche. Mais vous imaginez le nombre de personnes qui font des tosses? Je veux dire, maintenant, on voit des matchs de foot partout. Donc, je veux dire, rien que sur les matchs de foot, il y a déjà un nombre de lancers incroyable. Et donc, de temps en temps, ça arrive. Parce que NA, le nombre de fois où ça arrive, c'est à peu près N fois la probabilité. Donc, si N est très très grand, s'il y a énormément de lancers de pièces, même avec un événement de toute petite probabilité, ça finit par avoir lieu. Et là, vous me voyez peut-être venir, parce qu'en ce moment, c'est un problème justement, ces biais cognitifs. Hein, je pense que les médecins dans la salle confirmeront. Il y a très peu de chances d'avoir un effet secondaire compliqué et dangereux d'un vaccin. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de vacciner, enfin, ce n'est pas le problème d'ailleurs, c'est plutôt très bien, on est en train de vacciner l'ensemble des terriens. Il y a à peu près 5 milliards, 6 milliards, 5 milliards quand je suis né, 7 milliards quand certains d'entre vous sont nés, et 3 milliards quand d'autres sont nés. Mais beaucoup de personnes se font vacciner. Et donc, même ces effets qui ont une très petite chance d'arriver, finalement, on les voit à la télé. Et notre cerveau, qui est un très mauvais calculateur de risque, finalement, pense que la probabilité a l'air beaucoup plus grande qu'elle ne l'est. Mais nous, quand on se fait vacciner, c'est qu'une expérience parmi toutes ces expériences. Et donc, nous-mêmes, on a très très peu de chances d'avoir un effet secondaire grave, heureusement. Mais voilà. C'était pour vous dire, cette loi des grands nombres, en fait, elle biaise notre esprit, elle permet de rectifier un biais cognitif naturel. Et en fait, les probabilités, en général, c'est ça. Je vous donne un dernier truc. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'interro, mais il va y en avoir une quand même. Vous prenez 23 élèves dans une classe. Quelle est la probabilité que 2 d'entre eux aient la même date d'anniversaire? C'est un QCM, je vous aide. Est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est 15%? Ou est-ce que c'est 50%? Indice, en général, dans les QCM, il faut... attendez, il faut laisser le temps à tout le monde. Oh, il y a toujours les élèves qui veulent répondre en premier. Hein. On va répondre, mais après, on va faire... là, en plus, je vous vois, donc c'est super, on va faire un pool, ça va être très bien. Je vous remercie de votre attention. Avant de vous donner la réponse, je voulais vous remercier de m'avoir écouté. Et pour vous remercier de m'avoir écouté, je voulais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Vous pouvez peut-être vous dire, mais en fait, votre aléa, là, envoyer des électrons un par un, est-ce qu'ils passent par le trou 1, par le trou 2, ça ne se voit pas, ça. Moi, je ne vais jamais voir ça dans ma vie de tous les jours. Donc, finalement, tout ce que je vois, c'est jamais aléatoire. Et bien là, cette vidéo, c'est du vrai aléatoire. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? C'est de l'uranium. Enfin, c'est de l'uranite, donc c'est un minerai d'uranium. Donc, c'est radioactif. Et comme c'est radioactif, ça émet des particules chargées quand ça décroît. Et ces particules, la physique quantique nous dit qu'elles partent, la probabilité qu'elles partent dans une direction, c'est uniforme. Ça part dans n'importe quelle direction. Mais ce qui se passe là, c'est qu'il y a un gaz autour de cette uranite, et quand les particules chargées passent, elles excitent les ions dans ce gaz, et elles laissent une traînée. Un peu comme la vidéo, comme la lumière, elle éclaire l'électron, et elle vous dit, il passe par trou 1, trou 2. Là, en fait, ce gaz, il vous montre exactement la direction que prennent les particules chargées quand elles partent. Et cette direction, elle est totalement aléatoire. Ça, c'est du vrai aléa. Voilà, donc ça, c'était pour finir sur un petit peu de poésie. Voilà, c'est très joli, je trouve que c'est assez hypnotique. Voilà, pour dormir le soir. Et maintenant, on va finir avec, du coup, qui pense que c'est 5%? Waouh! D'accord. Bon, j'ai peut-être pas donné le bon exposé si tout le monde... 15%.
Ah, quand même quelques personnes. Vous êtes obligés de répondre. Hein. On va pas rejouer le jeu de l'école primaire, là, où personne ne répond au truc. 50%, bon, il y a beaucoup de gens qui ont un bon mécanisme, c'est 50%. Et la loi des grands nombres vous dit du coup que, par exemple, à Genève, à peu près la moitié des classes, il y a 2 élèves qui ont le même âge. Qui ont vraiment le même âge, mais vraiment du même jour, c'est ça que je voulais dire, bien entendu. Donc la même date d'anniversaire. Voilà, et sur ces belles paroles, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Hugo, je vais t'inviter à nous rejoindre ici. Et puis, je vais également inviter Thierry Giamarchi, professeur de physique à l'Université de Genève. Donc, Thierry est spécialiste des effets du désordre dans les systèmes classiques et quantiques, et également des interactions au niveau quantique, ce qui est une très bonne raison pour le faire nous rejoindre sur scène ce soir. Il était au courant, on ne l'a pas fait venir comme ça à tout hasard. On va prendre donc des questions à la fois du public dans la salle et sur Internet, qui seront transmises par le professeur Anton Alexeyev. Avant d'attaquer directement les questions du public, j'aimerais en poser une moi-même. Parce que Hugo, tu nous as vanté beaucoup des expériences de pensée, des expériences plutôt complexes à réaliser chez soi. L'uranium, merci. Est-ce qu'il existe pour moi un moyen de constater le vrai aléatoire, le vrai hasard accessible? C'est pour moi. Oh, vous battez. Non, mais alors, par exemple, là. Oui, t'as le micro. Oui, non, j'ai le micro. J'ai même 2 micros. Il ne faut pas m'embêter, je suis quelqu'un de dangereux. En fait, il n'y a même pas besoin d'uranite. Il n'y a pas besoin de. On peut faire une expérience similaire sans ça. Sinon, le vrai aléatoire, l'aléatoire quantique, en fait, on l'expérimente, mais sans faire exprès. C'est quand on a ces lunettes de soleil qui filtrent la moitié de la lumière, enfin la moitié ou moins de la moitié, ça dépend à leur efficacité. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait là? On a des photons qui atteignent notre lunette de soleil, et puis il y en a en moyenne la moitié qui passe. Mais le fait qu'un photon donné, si je pouvais identifier un photon et lui demander est-ce qu'il va passer à travers mes lunettes de soleil pour atteindre mes yeux, ça c'est impossible. C'est impossible de savoir. C'est probabilité 1,5 qui passe, probabilité 1,5 qui passe pas, c'est du vrai aléatoire. Maintenant, de là à dire que je vois l'aléatoire quand je mets mes lunettes de soleil, c'est peut-être un peu exagéré. Donc, je ne sais pas si toi, tu as une meilleure expérience. Alors non, je n'ai pas de meilleure expérience, mais effectivement, ce qu'on appelle la lame semi-réfléchissante, qui est le fait qu'on envoie un photon et soit il passe, soit il réfléchit, c'est un des exemples les plus simples d'aléatoire. Et c'est un exemple qui est même utilisé dans des générateurs de nombres aléatoires, je dirais, professionnels. Et Nicolas Gisin connaît ça parce que c'est un générateur de nombres aléatoires pas lui, mais disons qu'une compagnie à laquelle il est relié, vend commercialement et qui sont même dans certains téléphones portables maintenant pour fournir les générateurs de nombres aléatoires. Donc on arrive à utiliser cet aléatoire quantique même maintenant de façon, j'appellerais industrielle ou disons en ingénierie. Merci. Anton, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question dans la salle? Il y a un micro qui arrive. Merci. Ouais, ça marche. Bonsoir. Merci pour la présentation. J'ai beaucoup aimé le slide où vous avez montré quand il y a un cercle et puis une forme un peu biscornue. Et comme ça, on peut comparer un état chaotique d'un état, disons, bien rangé. Moi, j'y vois un peu un paradoxe. J'ai découvert ce slide quand vous me l'avez montré. C'est la première fois que je le vois. Donc, je voulais juste que vous m'expliquiez un petit peu plus en détail les choses, si c'est possible. Enfin, nous expliquer. Quand on voit dans la forme biscornue, les points prennent toute la place. C'est assez homogène. Et dans l'exemple du cercle, là où c'était rouge, si je me souviens bien, ça suivait des traces un petit peu circulaires. Et donc, après un moment, en fait, sur la figure de gauche, ça occupait donc toute la forme, tout le contenu, de manière homogène, alors que c'est chaotique. Et on pouvait, si on avait tracé
les contours de la forme en blanc, on n'aurait pas pu voir cette forme. On aurait pu en déduire sa forme grâce justement à l'occupation très homogène de tous ces petits points. Ça n'aurait pas été le cas de l'autre forme. Je ne sais pas si je m'explique clairement. Et donc, j'y vois une sorte de paradoxe où le chaos engendre une sorte d'homogénéité où on peut déterminer une forme d'un côté, tandis que dans l'autre, celle de droite, il n'y a pas de chaos, mais alors c'est très difficile, si on met les bords en blanc, évidemment, on ne voit pas ce que c'est, de se dire « Ah, c'est un cercle » ou « c'est un donut » parce que ça ne va pas au centre. Donc, une sorte j'y vois comme ça, à première vue, une sorte de paradoxe où à gauche, on est sûr de déterminer la forme, ce truc un peu biscornu, tandis qu'à droite, on a une chance sur deux de dire c'est un cercle ou un donut. Ouais. Voilà, c'est un peu le fond de ma pensée quand j'ai vu votre slide. Mais pourquoi on appellerait ça un paradoxe? Finalement, ce n'est pas du tout évident que l'aléa, là dans le cas présent, c'est ce qu'on appelle le théorème ergodique qui va vous dire qu'effectivement, les particules vont visiter partout dans le billard et vont même se répartir de façon relativement homogène. Pourquoi c'est paradoxal que finalement ça donne quelque chose de plus simple? C'est paradoxal parce qu'on a peur du hasard, mais si on embrasse ça comme une théorie comme une autre et qu'on l'étudie en tant que théorie, les choses se passent très très bien et en fait sont en général beaucoup plus simples. Lancer du sable sur la plage par temps de vent, chaque particule de sable rebondit sur les autres particules parce que vous les lancez toutes ensemble, mais vous voyez quand même un effet ergodique, un effet global, qui est que le vent en moyenne pousse les grains de sable dans une direction, et vous voyez le sable qui part en général sur les yeux de votre frère ou quelque chose comme ça, qui n'est pas content. Voilà. Donc là, c'est un exemple encore une fois où finalement la théorie ergodique ou la théorie des probabilités simplifie plutôt les choses. C'est souvent plus simple de regarder le comportement en moyenne d'un objet que son comportement précis, le comportement de ses composants individuels. Et c'est tout ça, la puissance des probabilités et par exemple de la physique statistique, c'est d'utiliser cette puissance simplificatrice qu'est le hasard. Donc il n'y a rien de paradoxal. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose à ce que vient de dire Hugo, avec lequel je suis entièrement d'accord, d'abord, il y a une façon de montrer, donc ça, on ne va pas le faire ici, mais qu'effectivement, la chose doit être uniforme, parce que la façon d'explorer dans un système chaotique comme celui que vous avez vu ne dépend que de l'énergie totale du système, donc chaque configuration, en gros, apparaît avec la même probabilité. Et donc, il y a un physicien de la fin du 19e siècle, qui est Ludwig Boltzmann, qui a compris que, par exemple, pour traiter le gaz dans cette pièce, ça ne sert à rien d'essayer d'étudier la trajectoire individuelle de chaque molécule. Vous n'y arriverez pas, il y a trop de molécules, hein. Il y en a 1 million de milliards dans un petit volume comme ça. Mais par contre, vous pouvez dire, en gros, chaque configuration que vous pouvez imaginer va être réalisée. Et va être réalisée avec une certaine probabilité. Alors, plutôt que d'essayer d'étudier la trajectoire de chacune des molécules, on va faire une somme sur les photos et on va ajouter avec une certaine probabilité les configurations. Et ça, c'est l'invention de la mécanique statistique. Et ça a été un outil extraordinaire qui a permis d'étudier des systèmes effroyablement complexes parce que, justement, on jette tout un tas de difficultés qui, finalement, n'ont pas de raison d'être et ne vont pas influencer, par exemple, la température de la pièce ou la pression que l'air va exercer sur les murs. Vous vous en moquez de savoir que la 28e molécule va aller à droite ou à gauche pour calculer la pression sur le mur. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hugo. Il y a une puissance simplificatrice dans le hasard qui n'existerait pas dans la figure de droite, où là, vous êtes beaucoup plus coincé parce que vous ne pouvez pas dire on va ajouter les configurations comme ça, aléatoirement, avec le même poids, sans trop s'inquiéter, parce que justement, le système n'est pas ergodique. Et là, vous devez étudier les trajectoires précises. Donc le hasard est un allié du physicien et du mathématicien, de la physicienne, de la mathématicienne. Et ça a été exploité et ça a permis de faire des choses extraordinaires qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Je rebondis juste sur le billard, puisqu'il y a quelque chose qui m'a perturbée. Tu nous as présenté 2 formes de billard particulières. Je ne peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que je peux déformer continuellement l'un des billards dans l'autre forme de billard? Et à quel moment est-ce que quelque chose change si je garde cette configuration? Alors en fait, on va dire que le côté chaotique, c'est plutôt le côté standard. C'est-à-dire que c'est très dur d'avoir des billards qui ne sont pas chaotiques.
la majeure partie des billards ont plutôt tendance à avoir des comportements chaotiques. Donc dès que vous allez déformer un petit peu votre billard, à part si vous le faites vraiment sur une forme, probablement en étant très 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 astucieux, vous allez tomber tout de suite sur des choses chaotiques. Je prends une question en ligne. Oui, donc il y a plusieurs questions en ligne, mais peut-être d'abord choisis celle-ci. Quelle est la signification de dire la probabilité de pour un événement que l'on ne peut pas mesurer beaucoup de fois? Par exemple, quelle est la probabilité qu'il pleuve le 15 mars 2025? Non, j'espère. Non, mais le physicien pourrait. Non, mais pourquoi il faudrait répéter l'expérience? C'est vrai qu'on a tendance, en général, à penser à la probabilité comme le nombre moyen de réalisation de notre chose. Donc, on a l'impression qu'il faut pouvoir répéter l'expérience pour pouvoir définir cette probabilité. Mais en fait, la probabilité n'a pas besoin de ça. On peut définir la probabilité d'un événement unique. L'important, c'est, dans la définition de la probabilité, c'est que c'est ce qu'on fait avant que l'événement ait lieu. C'est-à-dire qu'avant que l'événement ait lieu, on va mesurer les chances qu'il arrive ou non. Mais le fait qu'on ne le mesure qu'une seule fois, ça, il n'y a aucun souci. La question, c'est vraiment, je pense, parce que la personne a en tête de définir une probabilité comme étant une fréquence d'apparition. Et donc, du coup, qu'il faut répéter l'expérience. Mais ça, ce n'est pas du tout un des prérequis, un des axiomes de la théorie des probabilités. Il n'y a absolument pas besoin de devoir répéter l'expérience pour définir la probabilité d'un événement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. N'ayez pas peur. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. Écoutez, j'ai une question. Vous avez soulevé la question sur les balises aléatoires et les générateurs quantiques. Donc en fait, je suis étonné d'entendre qu'il faut juste un générateur quantique pour créer des très bonnes balises aléatoires. Moi, je pensais qu'il fallait aussi des autres événements externes, comme des données qui sont données par des utilisateurs externes pour que ça soit vraiment quelque chose de très aléatoire. Donc ça, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Je sais pas, je peux peut-être commenter là-dessus. Donc non, en fait, dans la mécanique quantique, comme Hugo vous l'a présenté, alors il y a à la fois un aspect parfaitement déterministe, c'est-à-dire que vous avez une fonction d'onde qui décrit l'état du système, qui elle évolue de façon parfaitement déterministe, mais quand vous allez faire certaines opérations, donc en particulier des mesures, vous introduisez une description probabiliste. Et pour le moment, comme vous l'a dit Hugo, personne n'a réussi à prendre en défaut cette description probabiliste. Si vous n'êtes pas content, changez d'univers. Il y a des gens qui ont essayé, Einstein a essayé, il a échoué. Donc on a cette description probabiliste. Après, la façon dont vous pouvez l'exploiter de façon pratique, évidemment, il va vous falloir des détecteurs, il va vous falloir un certain nombre d'objets, mais maintenant c'est relativement facile. Et par exemple, l'expérience qu'on mentionnait sur les photons, par exemple la lame semi-réfléchissante, ben vous mettez un détecteur de l'autre côté de la lame, vous mettez un détecteur qui va mesurer le photon réfléchi, et vous avez parfaitement quelque chose qui va vous générer des 0, des 1, séquentiellement. Évidemment, il faut une source de photons unique, mais vous pouvez faire ça relativement simplement. Et à nouveau, c'est tellement, entre guillemets, simple, alors simple avec des années et des années d'expérience et de recherche, mais c'est tellement simple que vous pouvez l'avoir maintenant dans un téléphone portable. Une autre question là-bas en haut. D'abord, je me joins à tous ceux qui ont déjà félicité et remercié, et à tous ceux qui vont le faire encore après moi. Je reviens sur la phrase d'Einstein que vous avez citée pour ses probabilités, en disant à Niels Bohr, c'est un autre physicien, Dieu ne joue pas au dé. Il faut compléter cette histoire en disant ce que Niels Bohr a dit à Einstein le lendemain matin: qui êtes-vous, Einstein, pour dicter à Dieu ce qu'il doit faire? On se met en danger quand on cite ces choses. Mais l'histoire de cette citation est effectivement assez complexe, hein, parce que
il y a eu un vrai débat, et c'était un vrai débat d'idées qui n'a été clôturé que beaucoup plus tard, et peut-être qu'il ne l'est d'ailleurs pas tout à fait, sur comment interpréter cette physique quantique, parce que c'est quelque chose qui finalement, quand on repense au fait qu'on est des très mauvais calculateurs de probabilité, on a aussi énormément de mal à imaginer réellement ce que c'est que cet aléatoire. Et donc pour Einstein, qui avait une vision très réaliste de la physique, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas admettre, ou du moins admettre comme étant une solution finale. Mais ça a été un vrai débat. Il y a des physiciens qui ne sont toujours pas d'accord avec cette interprétation de Copenhague de la physique quantique basée sur l'aléatoire. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de clos. Les connaissances, de toute façon, humaines, heureusement, évoluent tous les jours. Et donc peut-être que d'ici quelques années, quelques décennies, quelques siècles, on trouvera quelque chose de différent. Oui, alors comme effectivement ça a été souligné, la pilule est dure à avaler, parce que l'idée de base, c'est de dire je prépare deux objets, alors d'une certaine façon, j'en envoie un bout de la pièce, l'autre à l'autre bout de la pièce, alors on va prendre deux chaussettes pour que c'est l'exemple canonique, et puis vous faites une mesure sur la chaussette qui est de ce côté-là, vous la trouvez bleue, et paf, instantanément, ça vous dit que l'autre chaussette doit être bleue aussi. Alors, du coup, ça surprend parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de chose qui est transmise instantanément de l'autre côté. Ça viole d'autres principes très importants, que c'est la relativité, etc. En fait, ça ne les viole pas, mais c'est choquant. Et donc, Einstein s'est dit, mais en fait, il y a ce qu'on appelle une variable cachée. Donc, c'est finalement un peu comme le hasard classique. C'est qu'on n'est pas capable d'aller voir vraiment. Et en fait, vous aviez deux chaussettes bleues ou deux chaussettes rouges ou deux chaussettes vertes. Donc là, il n'y a plus de surprise. Si vous mesurez une chaussette bleue ici, vous avez une chaussette bleue de l'autre côté. C'est tout à fait logique et ça redevient émotionnellement sympathique. Malheureusement, comme l'a montré un grand physicien qui s'appelle John Bell, on est capable de décider si les équations de la mécanique quantique, qui elles ont des probabilités légèrement différentes, si les chaussettes sont bleues ou rouges, ça va être la même chose, mais si vous prenez des cas un peu plus compliqués, vous pouvez faire la différence, ou si vous avez une variable cachée que vous n'avez pas été capable de voir. Et il suffit de faire une expérience qui a été faite en particulier par Alain Aspect, comme ça a été mentionné, et vous pouvez vérifier que c'est foutu. Ce que vous mesurez dans l'expérience contredit l'hypothèse des variables cachées d'Einstein. Il n'y a aucune théorie à variables cachées qui va vous expliquer que si vous mesurez bleu ici, vous devez mesurer bleu de l'autre côté. Donc c'est quelque chose qui est vérifié et à laquelle la réponse est apportée expérimentalement. Vous ne pouvez pas, je dirais, apaiser votre conscience par rapport aux équations de la mécanique quantique en imaginant que c'est simplement que vous n'avez pas eu l'information au départ. On ne vous a pas dit on a envoyé deux objets bleus ou deux objets rouges ou deux objets verts, mais c'est un petit peu plus compliqué et il faut prendre les probabilités qui sont décrites par l'équation de Schrödinger dont vous a parlé Hugo. Alors c'est émotionnellement extrêmement dérangeant. D'un point de vue pratique, les physiciens, physiciennes, mathématiciens, mathématiciennes savent très très bien calculer. Il n'y a aucun problème de calcul, de prédiction, etc. Alors probabiliste, mais de prédiction avec ça. C'est juste, c'est un petit peu dérangeant. Alors est-ce que plus tard, quelqu'un trouvera une surthéorie de la mécanique quantique qui explique tout ce qu'a expliqué la mécanique quantique et plus encore? Pour le moment, évidemment, personne n'en sait rien. Mais aujourd'hui, aucune expérience, à ma connaissance, et là je parle sous le contrôle de l'ensemble de la salle, n'a pris en défaut les équations de la mécanique quantique telles qu'on les connaît. Donc c'est une théorie qui est vérifiée de façon absolue pour le moment et n'a jamais été prise en défaut. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a au moins deux choses importantes à réaliser. C'est que la physique quantique a un pouvoir prédictif incroyable. On a rarement vécu dans l'expérience humaine d'avoir en sa possession une théorie qui prédit si bien ce qui se passe. C'est incroyablement efficace. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens quand même qui résistent. L'esprit humain est résilient. Il y a des gens qui ne veulent vraiment pas de cet aléatoire. Mais le problème, c'est que dans la façon dont ils introduisent des solutions pour effacer cet aléatoire. Par exemple, des variables locales, on a dit qu'elles n'existaient pas. Les variables cachées locales n'existent pas. Ils vont introduire des variables cachées globales, ils vont introduire des choses qui, en fait, violent encore plus notre intuition d'un certain point de vue.
Donc il y a un moment où il faut aussi arrêter de se faire du mal. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut admettre que peut-être qu'on n'est pas si à l'aise que ça avec l'aléa, mais il y a bien pire. Et on veut éviter ce pire. Donc cette théorie avec de l'aléa, elle est en fait très élégante, très puissante, et on peut vivre tous les jours avec, je vous rassure. En tout cas, moi je vis bien avec ça. Anton, je propose de prendre une question en ligne. Oui, il y a encore une question très intéressante. Comment peut-on expliquer l'apparence extrêmement déterministe du monde macroscopique, comme les orbites des planètes ou des galaxies, alors que les composantes essentielles de la matière possèdent de l'aléatoire intrinsèque? Je sais pas si tu veux commencer. Vas-y. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Donc déjà, sur la partie chaotique, là je pense que je laisserai plutôt Hugo s'exprimer. Il y a des théorèmes de stabilité qui font que il y a des trucs où c'est pas si facile d'avoir du chaos, et du coup la mécanique classique est en fait des fois beaucoup plus stable que ce qu'on peut penser. Maintenant, en fait, quand vous avez des systèmes à grand nombre de degrés de liberté, en général, c'est-à-dire plein de molécules, ou etc., en général on a du chaos. Mais pour des systèmes à petit nombre de degrés de liberté, comme un système solaire avec quelques planètes, en fait, la mécanique classique résiste assez bien de ce point de vue-là. Mais ça, je te laisse en parler, parce que là, ça dépasse mon domaine de compétences. En ce qui concerne la mécanique quantique, où il y a effectivement toutes ces histoires de probabilité, etc., quand on va vers des échelles de plus en plus grandes, il y a un phénomène qui se produit qu'on appelle la décohérence. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais grosso modo, c'est un phénomène qui rend la physique quantique classique, qui fait que vous n'avez pas un demi de chance d'observer ce verre macroscopique à un bout de la table et un demi de chance de l'observer en même temps, je dirais, à l'autre bout de la table. Alors si vous l'observez, il va se localiser, mais disons qu'il soit dans un état de superposition quantique. Tant que vous n'avez pas bu. Voilà, ça c'est après avoir vidé les verres. Mais en gros, ces lois probabilistes se manifestent beaucoup plus, on va dire à petite échelle pour caricaturer la chose, et vont assez rapidement disparaître quand vous allez aller sur des phénomènes de taille plus importante à cause de ces phénomènes de décohérence. D'ailleurs, ce sont des phénomènes qui sont des ennemis, par exemple, de la fabrication de ce qu'on appelle des ordinateurs quantiques, où les gens veulent utiliser ces propriétés de la mécanique quantique, mais vous avez besoin d'un objet où vous avez, comme dans un vrai ordinateur classique, plein de registres, de bits, de choses qui vont servir à calculer, et vous devez faire tourner tout ça ensemble sans que la décohérence s'en mêle. Donc, très rapidement, vous allez sortir du monde quantique pour re-rentrer dans le monde classique, et ça aide pour éviter cette description probabiliste de l'univers, un petit peu. Bon, après, pour le chaos, ouais, je ne sais pas si le chaos, si j'ai grand-chose à dire, mais en fait, il y a un théorème il n'y avait qu'un seul théorème dans l'exposé, et qui en fait aussi rend compte un peu du fait de cet effet moyennant à grande échelle, c'est la loi des grands nombres. Souvent, les choses se répètent, et finalement, nous, on ne voit que la moyenne. On parlait de la physique statistique, de la description du gaz ici. Moi, je ne ressens pas la poussée de chaque atome individuellement. Je ressens la poussée globale de l'ensemble des atomes. Ce sont mes N expériences. Ce sont les N expériences qui me poussent. Mais puisqu'elles font, justement, c'est des expériences répétées, je vais ressentir la moyenne de leur poussée. Et c'est ça, en fait, qu'on ressent tous les jours. C'est cette moyenne. Donc la loi des grands nombres, c'est aussi une explication du fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de l'aléa parce qu'on ressent que les choses en moyenne. En quelque sorte. Après, on pourrait, mais ça, c'est un sujet qui pourrait... voilà. Prendre une question en haut dans la salle. Bonsoir, merci encore, et merci, excellent, et notamment merci d'avoir réussi à placer le bon Paul Valéry dans cet exposé sur l'aléa. Est-ce qu'on fait une erreur en imaginant que vous proposez une vision du monde où le véritable aléa se loge dans l'infiniment petit, et que quand on dézoome, en fait, on réalise des empilements, et que quand on empile, en fait, une cohérence apparaît? Et si oui, est-ce que vous envisagez la possibilité qui pourrait paraître aujourd'hui en l'état des connaissances un peu magique, mais que finalement
là où on pense que se loge le véritable aléa est encore un effet d'optique et que peut-être en zoomant encore, on découvre d'autres choses. C'était probablement l'avis d'Einstein d'un certain point de vue, hein, qu'il fallait pousser plus loin et qu'il fallait dépasser cette interprétation probabiliste. Qui suis-je pour penser ce que Einstein, que Einstein a tort ou raison, dans le sens que oui, je pense que de toute façon la connaissance évolue et qu'on arrivera peut-être à d'autres théories. Maintenant, est-ce que ces théories impliqueront systématiquement du hasard ou non? On verra, mais en tout cas, c'est une description très convaincante du monde d'aujourd'hui. Mais c'est très difficile de se prononcer sur l'imagination de l'ensemble de l'humanité dans les siècles à venir. Donc on ne sait pas quelle sera la solution suivante à la physique. Moi, je voudrais rebondir un petit peu en complément de ce que vient de dire Hugo sur votre question. Effectivement, dans le monde quantique, on a vraiment du hasard au sens où Hugo l'a défini, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen d'aucune sorte, en tout cas, je dirais à moins qu'on ait une surthéorie de la mécanique quantique qui nous permette de penser autrement, de prédire ce qui va se passer. Mais moi, je voudrais quand même insister sur le fait que le hasard ou l'aléatoire, plutôt qu'on a même dans le monde classique, il est non seulement, c'est du vrai hasard, mais en même temps, il est extrêmement important pour notre vie, je dirais, de tous les jours. Si vous regardez le mouvement de toutes les molécules d'air dans cette pièce, c'est aussi aléatoire que vous pouvez l'imaginer, parce que de toute façon, vous n'aurez pas la connaissance. Alors, c'est un aléatoire par défaut, vous n'avez pas la connaissance de toutes les conditions initiales, de toutes les vitesses, etc., de toutes les molécules. Donc, il est très important de voir aussi le monde classique, le monde qui nous entoure, avec une description aléatoire, avec une description probabiliste. Et par exemple, les phénomènes dont vous avez entendu parler dans l'introduction de transition de phase, pourquoi l'eau passe d'une phase liquide à une phase solide, c'est pas parce que les lois qui régissent les interactions entre deux molécules d'eau ont changé entre la phase liquide et la phase solide. C'est les mêmes interactions. Par contre, c'est la façon dont c'est aléatoire, la façon dont ces molécules d'eau vont finalement occuper des configurations différentes qui ont légèrement changé quand vous changez la température. Et c'est très très important pour tout ce qu'on appelle les phénomènes, je dirais, macroscopiques, transition de phase, phénomènes dans les solides, etc. Et on base toutes nos théories sur cet aléatoire. Et du coup, ça nous donne une puissance prédictive et ça permet de trouver des phénomènes physiques qui sont remarquables. Il y avait une très belle phrase d'un grand prix Nobel qui s'appelle Philip W. Anderson, qui est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps, c'est un des plus grands physiciens de la physique des solides du XXe siècle, qui avait une très belle phrase qui disait « More is different ». Plus, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est différent. Et vous pouvez trouver des phénomènes qui n'existeraient pas si vous aviez 2, 3, 4, 10 molécules. Vous n'aurez jamais la transition de phase qui vous fait passer de l'eau liquide à l'eau solide, je dirais, qui est la glace, si vous avez 4 molécules d'eau. Ça n'arrivera jamais. Pour ça, vous avez besoin de milliards de molécules d'eau. Donc j'insiste aussi sur le fait que dans notre monde classique, on a à faire face à ce hasard et qu'il est tout aussi important que d'aller chercher le hasard au fin fond de la mécanique quantique. Après, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut vraiment un hasard que personne ne pourra prédire, même dans des cas très très simples, là, il faut aller dans le monde quantique. Ces discussions passent toujours trop vite, mais je vais proposer de prendre encore 2 questions, dont une en salle, et ensuite une sur Internet pour terminer. Si la personne qui était au milieu peut relever la main juste pour qu'on lui apporte un micro. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a une différence, un entre-deux, entre un système chaotique et un système pas chaotique? Est-ce qu'il y a une limite claire ou est-ce qu'il y a un état entre deux? Ça, c'est une réponse. Les mathématiciens sont assez binaires dans leur façon de définir les définitions. Donc, un système chaotique, c'est un système qui, dès qu'on modifie ne serait-ce qu'infinitésimalement
Oh, je suis content de l'avoir dit, parce que c'était pas gagné. Je ne le referai pas. Donc si on modifie... Ah, mince. Un petit peu, Je me suis un petit bloqué peu, tout seul. un petit peu, dis un petit peu. Les conditions initiales, on obtient quelque chose de totalement différent. Eh ben, un système qui n'est pas chaotique, c'est le complémentaire. C'est juste un système où il est possible de modifier un tout petit peu notre condition initiale sans changer réellement le comportement. Donc du coup, par définition, il n'y a pas de troisième type. Voilà. Après, quand on n'est pas chaotique, il y a différentes façons de ne pas être chaotique. Il y a des façons plus régulières, moins régulières, etc. Il n'y a pas vraiment de troisième type. Alors, je peux peut-être juste rajouter la réponse du physicien qui est un petit peu entre deux. C'est-à-dire que il y a par exemple en ce moment beaucoup de recherches sur savoir si quand vous prenez un système quantique, les systèmes quantiques thermalisent. Donc vous prenez non pas des particules classiques, mais vous prenez des objets quantiques et puis vous essayez de voir si en les secouant un peu, après vous les laissez reposer et est-ce qu'ils vont atteindre une température. Et en fait, beaucoup de systèmes quantiques thermalisent gentiment. Par contre, des fois, vous en avez certains pour lesquels ça peut dépendre de l'énergie du système. Et donc, vous avez des systèmes qui thermalisent très bien, puis vous changez un peu leur énergie et ils thermalisent très mal. C'est quelque chose qu'on appelle les cicatrices quantiques. Mon collègue Dima Abanine regarde, par exemple, ici à l'Université de Genève. Alors, c'est un peu entre deux, parce que vous voyez, vous avez un système, pratiquement, vous diriez, les chaotiques qui thermalisent, ça va être très bien, et puis vous le changez un petit peu, et puis crac, il thermalise mal. Alors, au sens du mathématicien, il thermalise partout. C'est-à-dire, simplement, il y a une espèce d'ordre de... Non, il a raison, hein. De toute façon, par définition, un mathématicien a toujours raison. On sait dire peu de choses, mais quand on dit quand c'est prouvé, c'est prouvé. Il n'y a plus qu'à s'aligner. Il n'y a plus qu'à s'aligner. Par contre, l'échelle de temps à laquelle le système va manifester son caractère chaotique peut être très courte ou super longue. Et du coup, pour une étude en physique, vous pouvez dire qu'il y a une espèce de phénomène entre deux que vous aimeriez bien comprendre et maîtriser éventuellement. Anton, si on a une dernière courte question en ligne. Oui, j'aimerais terminer avec une question un peu philosophique. Il y a quelques minutes, Thierry nous a proposé de changer l'univers et voici une question sur ça. Existe-t-il des mondes mathématiques qui ne sont pas quantiques et où le hasard objectif surgit? Donc, vous pouvez travailler sur ça. C'est une question de maths, c'est pour toi, là. Oui, j'ai bien vu, quand j'ai vu le match, j'ai fait « Bon, alors c'est parti ». Vous pouvez répéter la question? Ah, donc, existe-t-il des mondes mathématiques qui ne sont pas quantiques et où le hasard objectif surgit? Alors, qu'est-ce qu'un monde mathématique? C'est déjà une grande question. Hein. Je pense que l'immense majorité des mathématiciens essayent déjà de comprendre le monde physique. Après, bien sûr, en mathématiques, on a ce plaisir de pouvoir complexifier les règles, monter en plus grande dimension, donc effectivement, on peut par exemple introduire des théories physiques qui ne sont pas encore vérifiées, la théorie des cordes, etc., où là... J'avoue que je ne connais pas suffisamment, mais peut-être qu'effectivement, on peut imaginer des théories où l'aléa jouerait beaucoup, beaucoup moins de rôle. Des théories, justement, pour remplacer, en particulier, c'est une des choses que les mathématiciens essayent, c'est de trouver une théorie qui unifierait la mécanique quantique et la mécanique classique en allant vers des théories du tout. Et là, on peut imaginer des théories qui feraient intervenir beaucoup moins d'aléas. Mais... là, je ne suis pas du tout la bonne personne. Si tu ne veux pas m'aider. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est peut-être... cette question, elle montre peut-être de façon... en posant la question, pas la différence. Alors, on a beaucoup de points de convergence entre monde mathématique et monde physique, notamment les physiciens et physiciennes utilisent des outils mathématiques de façon quotidienne, mais le but est différent. Je dirais, en mathématiques, en fait, les règles sont définies par le ou la mathématicien, mathématicienne, et après, il suffit de jouer en respectant les règles. C'est un peu comme un jeu, et il faut être un bon joueur, il faut bien éventuellement définir les règles, mais après, il n'y a aucune limite. Quand vous êtes physicien, physicienne, les règles, ce n'est pas vous qui les faites. Donc, vous pouvez avoir des théories, vous pouvez essayer de penser, c'est comme ci, c'est comme ça, et à la fin, quelqu'un va faire une expérience
qui va devoir montrer si vos prédictions, votre vision du monde est correcte ou n'est pas correcte. Donc les règles, elles sont données par l'expérience. Si votre théorie est en accord avec ce que vous voyez expérimentalement, vous devez la garder, qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas. Et on a parlé de la mécanique quantique, clairement elle ne plaisait pas à Einstein, mais il devait faire avec. Et si votre théorie est en désaccord avec l'expérience, eh bien, elle part directement à la poubelle, qu'elle soit belle, symétrique, magnifique, élégante, elle part directement à la poubelle. Donc les buts sont un petit peu différents et du coup, les mathématiciens, mathématiciennes ont beaucoup plus de liberté pour jouer avec effectivement des hypothèses différentes. Au niveau de la physique, on avance et on verra bien. Pour le moment, on est en plein milieu du hasard avec la mécanique quantique, je dirais. Pour finir et pour rebondir, en fait, elle ne part pas vraiment à la poubelle. En général, elle atterrit sur le bureau d'un mathématicien qui après s'amuse avec, parce que ça reste en général, si quelqu'un a imaginé une chose comme ça reste justement un formidable outil et objet d'étude et on s'amuse bien avec, effectivement. Peut-être on peut finir là-dessus. Je suis biaisée. Avec ça, le mathématicien, ça paraît toujours plus drôle, la vie, quand même, que la vôtre, le physicien. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses à toutes ces questions, votre complémentarité, qui a été assez remarquable. Et puis, merci, Hugo, de nous avoir quand même rassurés sur le fait que l'aléatoire de notre vie de tous les jours, finalement, dépendait que de nos capacités computationnelles. Et si elles étaient assez mauvaises, voilà, on préservait une part de magie. Merci beaucoup pour ça. Il faut vous applaudir notre conférencier et notre invité. Et puis pour terminer, je vous dirai quelques mots sur le spectacle Math et Brillant dont a parlé Thierry au tout début tout à l'heure. Donc le spectacle Son et Lumière est projeté au Parc des Bastions jusqu'au 21 novembre, 3 fois par soir, 18h, 19h et 20h30. C'est une entrée libre sans certificat Covid et sans inscription. Ça a lieu dehors, il fait nuit, c'est bien, c'est parfait pour ça. On vous invite tous très chaleureusement à aller le voir. Et puis je remercie tous les organisateurs et les créateurs également du spectacle. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.